Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. 31 juillet 2019, dernier jour du mois de juillet, c'est aussi la veille de la célébration du 59e anniversaire de l'accession de notre pays, le Bénin, à la souveraineté nationale et internationale. C'est la veille, mais sur le grand rendez-vous, nous sommes déjà en fête. On se retrouve juste après ceci. Bienvenue au Bénin. Paysage verdoyant, relief multiforme, faune et parc naturel. Plages ensoleillées, cité balnéaire ultra-moderne, rythme au corps, rite au cœur, vestiges et reliques d'une histoire séculaire, brave peuple, biens et personnes sécurisées. Le Bénin, terre de culture et de riches traditions, vous offre de grands moments de découverte et d'évasion. Venez visiter mon beau pays, le Bénin. Il vous surprendra. Bénin, miroir de l'Afrique. Le développement, c'est notre affaire sur Bénin Business 24. Et oui, mesdames et messieurs, bienvenue à nouveau sur votre grand rendez-vous du soir. On reçoit ce soir Ismaël Satondi Pierre Kopodekon. Il est chercheur pour parler de l'agriculture familiale, des idées pour des engrais biologiques qu'on peut réaliser à la maison, qu'on peut réaliser chez soi. À part Monde agricole, on va s'intéresser dans la rubrique Autant savoir. À la monnaie électronique, sommes-nous en train de passer du catch au virtuel? Nous aurons les réponses avec Samuel Abraham Macmonsey. Il est expert en technologie, blockchain et crypto-monnaie. Il sera reçu tout à l'heure par Fulgencia Routondi, l'expert de ce soir à nom, Roland Perouton. Il est consultant en gouvernance et évaluation des politiques publiques. Avec lui, on va parler du patriotisme et du développement, les contributions du citoyen béninois précisément. Et voilà, nous avons 3 grands plateaux consacrés ce soir au développement. Mais avant tout cela, nous avons le journal qui sera présenté par Nadège Sani, avec qui nous avons tout de suite le menu. Bonsoir, heureuse d'annoncer, le projet asphaltage a démarré depuis quelques mois. À la fin des travaux, les villes seront plus belles et certains quartiers plus accessibles. Après la Journée internationale de la femme, les femmes africaines sont aussi célébrées ce 31 juillet. C'est l'occasion pour rappeler aux femmes leur rôle dans le développement du continent. Et puis le mouvement africain des enfants et jeunes travailleurs veut mieux se faire entendre. Ces acteurs ont réfléchi à une nouvelle stratégie. Ils veulent désormais être à l'écoute des enfants. Merci donc à vous, Nadège Sani. On se dit à tout à l'heure pour le journal lorsqu'il va sonner 19h45. Pour ce qui est du grand rendez-vous des grands plateaux, mesdames et messieurs, on installe ensemble le tout premier des plateaux, Monde agricole. Marcel Guetoro a compilé pour nous quelques images d'engrais biologiques pour pouvoir aborder le présent sujet, l'agriculture familiale, des idées pour réaliser des engrais purement biologiques chez soi, à la maison. Mais d'abord, je nous propose, avant de retrouver elle et son invité, de retrouver ici les images qu'elle a concoctées pour nous.
voilà, nous sommes avec Ismaël Satondi Pierre, Podécon, chercheur dit Aouya. Comment allez-vous, Aouya? Je vais très bien. Pourquoi Aouya? C'est sous ce thème-là, on vous connaît, hein, que beaucoup vont peut-être vous reconnaître à travers ce plateau. C'est toujours mon nom, Pierre, là. Ah oui, ici, Israël Satondi Pierre. Oui, ce n'est pas Pierre, c'est Pierre. Pierre. Pour moi, là, ce n'est pas Pierre, c'est Pierre. C'est Pierre, d'accord. Alors, vous êtes chercheur et avec vous, on va parler de l'agriculture familiale, des idées pour des engrais biologiques. Et ce sera avec notre agricole. La femme agricole. Comment allez-vous? Oui, bonsoir. Vous portez très bien. Ça va très bien chez vous. Je me porte très bien. Toujours au champ, mais jamais sur le plateau avec la houe, ni le coupe-coupe. Attention, hein, je suis en tenue. Adaptée. Tenue de champ. Oui, je suis en style champ. Parce qu'on doit préparer de l'engrais biologique, c'est ça, hein? Oui, effectivement. Ça. Et on a assez d'images, hein, le plateau est bien garni. Mais ce qui me fait marrer tout de suite, c'est dire pas d'engrais, mais on se retrouve avec des fruits que j'aime. Du coco, de l'ananas, de l'orange. Il y a du sucre même. Honnêtement parlant, qu'on va faire de l'engrais. Le miracle, c'est ça, hein? C'est ça. De s'opérer. On va y aller, Marcel. Merci beaucoup et bonsoir à vous, chers amis téléspectateurs. Vous avez compris, on va parler de l'engrais biologique ce soir, d'un engrais spécial conçu par Monsieur Israël Satondi. Oui. Et déjà, moi, je veux savoir pourquoi vous avez eu l'idée de créer ou bien de concevoir ou bien d'innover en matière d'engrais biologique. Parce qu'il y en a tellement. Qu'est-ce qui vous a poussé à aller vers l'engrais biologique? Merci, madame. Et ce qui m'a poussé à aller vers l'engrais biologique, moi-même, je suis pasteur. Je suis pasteur et je suis pasteur. Si vous ne le dites pas avec votre tenue, on ne le saurait même pas. Hein? Je suis pasteur, successeur du prophète Oshofa. Et je suis le pasteur mondial de l'Église chrétienne céleste. On va revenir un peu, voilà. L'idée m'est venue, pourquoi? Parce que les gens viennent chez moi pour être guéris. Donc, il y a tant de maladies qu'un jour, j'ai posé la question à quelqu'un, pourquoi toutes ces maladies-là? Donc, le monsieur, par hasard, il dit qu'il est un ingénieur agronome et que près de 60% des maladies qui sévissent le monde maintenant proviennent de l'alimentation. Je dis, quand c'est comme ça, c'est grave. Pourquoi? Il me dit qu'il faut un engrais bio, du pesticide bio, des choses bio pour appliquer aux productions agricoles. On ait quand même des aliments beaucoup plus sains. Dans nos assiettes. Dans nos assiettes. Donc, j'ai dit, quand c'est comme ça, c'est le monde, c'est Dieu qui a créé le monde. Dieu a la vraie connaissance de ce qu'il a créé. Maintenant, j'ai commencé à prier. J'ai dit, Dieu, regarde. Ne nous dites pas que c'est une révélation. C'est une révélation. Voilà. C'est une révélation. J'ai commencé à prier, puis j'ai dit, il y a trop de maladies. Qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir une production saine, une production sans maladie, tout ça. Donc, un jour, j'ai eu la révélation. L'ange est venu me dire, prends de l'ananas, prends de l'orange et puis du jus de coco vert. Ils ont bien précisé, du jus de coco vert. Donc, en quelque sorte, ce sont les composants, hein, oui, c'est les composants. Notre langage chimique. On va revenir un peu, on va revenir un peu à l'engrais biologique en question. Dites-nous un peu à base, puisque vous avez parlé déjà de coco, en dehors de l'ananas, de l'orange, du jus de coco, quelles sont les autres matières qui rentrent dans la composition de cet engrais biologique et comment est-ce que l'appliquer sur les plantes peut vraiment aider les producteurs agricoles à mieux avoir de produits de qualité saine? D'accord. C'est l'élément, bien le matériel qui reste, c'est le sucre. Du sucre en poudre. Non, maintenant, comment ça se fait? Vous prenez le jus de l'orange. Si vous voulez faire ça, vous pressez l'orange. Vous pressez l'ananas et vous prenez l'eau du coco. Et maintenant... Mais quelle quantité? Comment ça va se faire? C'est là où j'en viens. D'accord. Donc, vous prenez, par exemple, un verre du jus de coco, un verre du jus d'ananas, un verre du jus d'orange, que vous mélangez ensemble.
Vous aviez dit tantôt le coco vert. Le coco vert. Il faut préciser cela. Pas n'importe quel type de coco. Non, pas n'importe quel type de coco. Ce que vous avez déjà là. Ce que j'ai ici. Donc, vous mélangez ces 3 jus de fruits là et vous commencez à ajouter le sucre. Vous commencez à ajouter le sucre. Vous remuez. Vous me remuez jusqu'à avoir une solution épaisse. Il faut que le liquide devienne un liquide lourd, très épais. Quand c'est lourd, vous avez déjà... C'est l'engrais. Vous avez déjà votre engrais. Mais comment vous avez su que c'est de l'engrais? Parce qu'il faut l'avoir testé pour confirmer ce que vous êtes en train de dire. Est-ce que vous avez été voir des laboratoires? Est-ce que vous avez eu ou des analyses pour constater? Un accompagnement scientifique pour quand même dire que c'est de l'engrais biologique? Est-ce que moi, au commencement, quand je vous ai dit que c'est sur inspiration divine, quand Dieu m'a dit ça, je ne suis pas allé premièrement vers les laboratoires, tout ça là. Mais quand j'ai composé ça, j'ai commencé à expérimenter ça. Donc nous avons expérimenté ça un peu partout, au Nigeria, en Côte d'Ivoire, au Bénin ici. Nous avons expérimenté ça avec ceux qui s'aiment du moins. Donc c'est applicable à tout type ou à toute sorte de production. De production. Même l'anarcadie, le manguier, l'oranger, à toutes sortes de productions. Et quel a été le résultat? Le résultat était miraculeux. Miraculeux. C'est-à-dire? C'est-à-dire, si vous utilisez mon engrais, vous n'allez plus jamais utiliser un autre engrais. Je reviens encore en arrière, j'insiste sur la question. Est-ce qu'il y a eu des attestations? Est-ce qu'il y a eu quand même... Voilà, après avoir fait vos expériences, avoir testé ça sur le terrain, est-ce que vous êtes revenu au niveau des confirmer que c'est vraiment de l'engrais biologique? Nous sommes allés au campus pour analyser ça. Nous avons les papiers là. Nous sommes allés au campus pour analyser. Quels sont les résultats? Les résultats ont montré qu'il n'y a même pas 0,001 de produits chimiques dedans. Nous avons les papiers. C'est attesté que c'est de l'engrais. C'est attesté que c'est de l'engrais 100% bio. Nous appelons ça 100% bio. Alors, revenons maintenant à l'utilisation de l'engrais, parce que vous avez dit tout à l'heure que le mélange donne un produit, un liquide pâteux, c'est ça? Oui. D'accord. Alors, est-ce que ce liquide-là est aspergé de... Comment ça se fait, l'utilisation? L'utilisation, quand vous avez le liquide, vous prenez 5 millilitres de ce liquide-là. 5 millilitres de liquide que vous mélangez à 25 litres d'eau. Donc, c'est juste une petite quantité de ce qu'on aura à concevoir. Oui. Qu'on met dans... 25 litres d'eau. Donc, bon, je dis juste une grande quantité d'eau. Une grande quantité d'eau. 5 millilitres de ça. Dans un grand bidon d'huile, là. Les bidons jaunes, là. Voilà. Vous remplissez l'eau, 25 litres, et vous ajoutez seulement 5 millilitres que vous mélangez. De notre conception. De l'engrais. De l'engrais. Maintenant, vous mélangez pour appliquer, pour donner maintenant aux plantes. Oui. Vous leur donnez aussi 5 millilitres. Vous prenez 5 millilitres de cette eau que vous jetez au pied des plantes. Au pied des plantes. Sauf si c'est un arbre, comme le manguier. Oui. Si c'est un manguier, vous voyez que c'est un grand arbre. Nous leur donnons 1 litre comme ça, ou bien 2 litres. Nous faisons un trou tout autour de l'arbre et nous mettons l'eau dedans, l'engrais dedans. Maintenant, l'autre chose, c'est que c'est bien. Il y a eu de l'innovation. On a un engrais biologique désormais fait maison, je vais dire. Mais comment est-ce que les producteurs, comment est-ce que les maraîchers et tous ceux qui sont quand même dans le secteur agricole peuvent réellement comprendre et maîtriser? Parce que ce qu'on a dit là, c'est bien, mais dans la pratique, c'est sûr qu'il y en a qui vont se tromper. Est-ce que vous avez un planning ou bien un programme d'accompagnement des producteurs agricoles dans ce sens-là? Nous sommes entendus avec le comité national des maraîchers. Et puis, ils ont invité une formation. La fois passée, ça fait de cela 3 semaines. Ils ont organisé une formation. On a rencontré, au cours de la formation, j'ai rencontré le secrétaire général du GEA. Et lui aussi, il était présent. Donc, ils ont invité, disons, plus de 40 ans. À qui vous formez, que vous formez? Oui, nous sommes allés. Vous leur donnez la technique? Oui, je suis allé à Sémé. On a fait ça à Sémékodji. Je suis allé là-bas et j'ai fait ça devant eux. Et je leur ai appris ça. Effectivement, il y a des gens qui peuvent se tromper. Donc, c'est de là
Et nous avons pris la décision pour dire, si on a les moyens, on va sillonner le Bénin ou bien le monde entier pour apprendre aux gens comment faire ça. Mais vous savez tout de suite l'avantage que je vois lié à l'utilisation de... C'est qu'on n'aura plus de pénuries de vous de voilà. fruits, parce que l'ananas des pertes post-récolte. Post-récolte, l'ananas de trop. Voilà encore autre l'orange manière de trop, procéder à la transformation des c'est produits. bien, mais quels sont les autres avantages liés justement à l'utilisation de ce engrais? Je vous avais dit que si vous utilisez mon engrais, vous n'allez plus jamais utiliser un autre engrais. Pourquoi? Parce que si vous semez ce que je viens de vous dire là, au maïs par exemple, moi je n'ai jamais vu ça, je n'ai jamais entendu une pareille histoire. Vous semez ça au maïs par exemple, une seule plante de maïs peut donner jusqu'à 4-5 épis de maïs. Épis de maïs. Okay. Si vous semez ça à l'haricot par exemple, n'importe quoi, si vous avez l'habitude de récolter une bassine de cette récolte, quelque part, vous multipliez ça quand vous semez ça. Donc finalement, ce que les producteurs recherchent en allant vers l'agriculture chimique, les engrais chimiques, c'est ce qu'on peut retrouver ici. La rentabilité, le rendement. C'est plus que ça même. Doublé. Ça donne plus que l'engrais chimique. Un vrai bio qui franchement, et l'important, c'est qu'on peut le faire à la maison. On rappelle rapidement la technique. Très rapidement la technique. Pour ceux comment on peut faire ça rapidement. Et nous allons le faire. Non, dites-moi déjà rappelez-nous comment on le fait. Vous avez dit on prend de... Pour le faire, et vous pressez l'orange, on les prend en quantité égale. D'accord. Supposons du jus d'ananas, même quantité que le jus d'orange, et même quantité que le jus de coco vert. Oui. D'accord. Plus du sucre. Et on ajoute ça. On ajoute le sucre. Vous commencez à ajouter du sucre que vous mélangez. Vous mélangez jusqu'à avoir un liquide une épaisse, un liquide lourd. Pâteux. D'accord. Je pense que c'est une bonne nouvelle pour franchement, en tout les cas acteurs du secteur agricole, la maison et tout même. Je pense que si vraiment le laboratoire l'a testé, que sur le terrain ça a été prouvé, je pense que c'est une bonne nouvelle pour les producteurs béninois et pourquoi pas les producteurs du monde entier. L'autre question, c'est de voir comment l'exporter, que ce soit un produit vraiment du Bénin. Former les gens sur ça, peut-être réglementer aussi en matière de normes et de suivi de l'utilisation de cet engrais-là. En tout cas, c'est une très belle idée, une très belle initiative, des engrais biologiques qu'on peut faire soi-même à la maison. Ceux qui se plaignent du coût, de l'investissement encore qu'il faut pour aller prendre de l'engrais biologique lorsqu'on veut opter pour une agriculture familiale. Voilà des idées. Franchement, moi, je vais essayer. Nous avons d'autres gens. On ne va plus rouvrir le débat. Merci beaucoup, monsieur Israël Satondi Pierre. Bon, dès qu'on vous êtes chercheur, dit Aouya. C'est ça qui m'intéresse le plus. Vous serez là demain, ma chère Betorhout. Vous avez compris. Mesdames et messieurs, c'est donc tout pour Monde Agricole, le premier plateau qui ouvre le grand rendez-vous de ce soir. Le deuxième, tout de suite, Autant savoir. Autant savoir s'intéresse à la monnaie électronique. Sommes-nous en train de laisser tomber le catch pour le virtuel? On aura les détails tout à l'heure après avoir suivi cet extrait réalisé par Fulgencia Rontondi, qui d'ailleurs elle-même va recevoir Samuel Abraham, Marc Poncet, expert en technologie blockchain et crypto-monnaie. C'est une monnaie numérique, une monnaie électronique et qui est basée sur la technologie blockchain. Et à partir de cette monnaie, nous pouvons faire des achats en ligne. Et aujourd'hui, c'est une monnaie qui est tellement développée, telle enseigne que déjà, on peut faire des achats, des échanges comme troc. Et c'est une monnaie vraiment qui est en train de faire sa révolution et à travers le monde entier. Quand moi, j'ai la monnaie avec moi, je peux dire, je veux acheter telle et telle chose. Si vous avez déjà le compte, c'est-à-dire sur cette monnaie, vous pouvez faire l'échange, on peut faire la transaction comme ça se fait aujourd'hui avec les mobile money et les move money. Si nous avons par exemple les monnaies sur nos portables aujourd'hui, qu'on n'entend pas mobile money, move money, on ne touche pas comme cela. Vous voyez, c'est quelque chose du genre, mais celui qui a l'argent reconnaît qu'il a telle monnaie, tel montant dans son compte et à partir de cette monnaie, il peut faire les transactions. Si j'ai cette monnaie, les braqueurs ne pourront pas me braquer. Parce que c'est une monnaie qui est basée sur la technologie blockchain. Ça prend de la valeur également. Si tout le monde l'adopte, on peut commencer par l'utiliser.
moi j'en dispose et d'autres également en disposent. Et si vous aussi vous acceptez d'adopter cette monnaie, ça va devenir notre monnaie commune. C'est Satoshi Nakamoto qui a inventé le Bitcoin suite à la crise économique de 2008. Et voilà, nous sommes avec Samuel Mankoncé Abraham. Abraham, c'est son nom de famille, comme Eric Abraham, le secrétaire général de l'ORTB, à qui nous faisons d'ailleurs un coucou. Et nous retrouvons Fujessi Arontondi et M. Abraham. Bonsoir, heureuse. La pleine forme? Oui, ça va. Ça va très bien. J'aime bien vos boucles. Merci. Très jolies. C'est gentil. C'est la beauté, hein. C'est normal qu'elle trouve les bonnes choses pour elle-même. Alors, je disais tantôt que nous sommes avec Samuel Mankoncé Abraham pour parler de la monnaie électronique. Oui, tout à fait. Hein. Vous le savez, vous l'avez déjà constaté aussi, la monnaie électronique prend de plus en plus le pas sur le cash. Oui, effectivement. Vous convenez avec moi, monsieur Bien sûr que Abraham? oui, bel et bien. Bonsoir à vous. La monnaie électronique, c'est la nouvelle forme de monnaie que nous sommes en train d'utiliser. Et je peux déjà dire que c'est basé pour la plupart sur Internet. Mais il y en a qui ne sont pas basés sur Internet. Et on les appelle les monnaies virtuelles simples, un peu comme les mobile money. On ne va pas tout citer. Quand on dit mobile money, vous savez déjà de quoi nous parlons. Oui. Mais il y en a d'autres qui sont basés sur Internet, quand on ne va pas parler des cartes bancaires, mais qui sont cryptographiques. C'est-à-dire, c'est des crypto-monnaies qui fonctionnent sur une technologie qu'on appelle la blockchain, qui est un système informatique bien sécurisé, décentralisé, stabilisé et quoi, qui permet de faire les transactions 24 heures sur 24. Donc il ne s'agit plus de dire aujourd'hui les banques sont fermées, c'est jour férié. Par exemple, demain c'est le 1er et oui, la fête de l'indépendance. La fête de l'indépendance au Bénin. Demain, toutes les banques traditionnelles vont. Bon, nous les appelons traditionnelles. C'est la veille. Nous sommes la veille. Ouais. Ok. Elles vont fermer. Donc si vous avez de l'argent. Elles ont même déjà demi-journée. Ah, très bien. Elles ont déjà fermé. Donc si vous avez de l'argent là, vous ne pouvez plus utiliser jusqu'à après demain. Et aujourd'hui, nous sommes dans une révolution qui ne dit pas son nom, mais que les barons financiers du système fiduciaire, par crainte de se voir dépassés, ont préservé, ont caché pour un certain temps. Sinon, le Bitcoin, c'est depuis janvier 2009 que Satoshi Nakamoto l'a créé. Et qui l'a créé? Satoshi Nakamoto. Ok. De quelle nationalité? Bon, apparemment, on nous dit que c'est un Japonais. Ok. Oui. Donc, qu'est-ce qui l'a poussé? C'est pour contourner le système fiduciaire. Parce que quand vous prenez le système fiduciaire, aujourd'hui, si le monde souffre, c'est à cause du système fiduciaire. Parce que vous prenez 1 euro, par exemple, ça fait 655 francs CFA. Donc, ce qui fait que les pays qu'on appelle les grandes puissances font quoi? Pillent les ressources des petites nations. En tout cas, c'est donc vous. C'est pas possible. Le pillage n'est pas possible avec la monnaie électronique. La crypto-monnaie, comme je vous l'ai dit, c'est 24 heures sur 24. Troisième avantage du Bitcoin ou de toutes les crypto-monnaies, nous devons savoir qu'il n'y a pas ce qu'on appelle la dévaluation, ni l'inflation, ni la déflation. Ce que nous utilisons le plus maintenant, ce sont les cartes. Oui, très bien. Okay. Mastercard, carte Visa, oui. Mobile Money. Si vous voulez, on peut citer. Vous les connaissez quand même, les Mobile Money. Donc, c'est une révolution pour dire à la monnaie fiduciaire, pièces et billets de banque, désormais, tu es limité. Ok. Mais est-ce qu'aujourd'hui, lorsqu'on utilise ces monnaies virtuelles dont vous venez de parler, est-ce qu'on peut sécuriser ces fonds aujourd'hui? Le système le plus sécurisé aujourd'hui, non seulement en système bancaire, mais partout ailleurs, c'est la blockchain. Parce que c'est un code informatique qui est inviolable, infalsifiable. Ça veut dire que, on nous dit, nous sortons du cash pour du virtuel. Il y a aussi des inconvénients, des avantages par rapport à cela lorsqu'on s'en tient aux cartes. Bon, aux cartes, parce que beaucoup n'utilisent pas encore ce dont vous parlez là. Oui. Ce qu'on sait le plus, ce sont les cartes Visa et autres. Et les paiements, par transaction mobile money. Oui, ça, comme je vous l'ai dit, c'est les premières formes de monnaie virtuelle qui ont vu le jour. Et comme vous le savez, l'a dit Héraclite, tout coule, rien ne demeure identique. C'est-à-dire, le monde est en perpétuelle transformation, métamorphose. Donc, si on est parti, par exemple, des coris pour les pièces et billets de banque, c'est aussi possible que nous partions des pièces et billets de banque pour d'autres formes de monnaie. Et les premières formes de monnaie virtuelle, c'est ce qu'on appelle les monnaies virtuelles simples que je viens de citer. Mais ces monnaies virtuelles fonctionnent sur les mêmes principes que les monnaies fiduciaires. Donc, la différence, c'est que ça se retrouve sur
C'est que ce n'est pas du papier. Ce n'est pas ou ce n'est touchable pas du doigt, touchable. Oui. c'est visible de l'œil, mais ça joue le même rôle que les monnaies fiduciaires. Et les problèmes que ça résout d'abord, c'est quoi? À distance, on peut tout faire, sans intermédiaire. Quand vous avez votre compte Mobile Money, par exemple, si vous voulez m'envoyer de l'argent, vous n'avez plus besoin d'un intermédiaire, un gestionnaire de compte, comme c'est le cas du... Ça peut aller. Et là-bas, vous allez faire l'accueil, tout et tout. Non, je peux être à New York. Si j'ai, comment dirais-je, le système que vous avez, on s'envoie de l'argent sans intermédiaire. Et c'est simple. Et d'autres vous diront que ça va éviter d'ici peu les braquages, hein, parce que vous avez l'argent sur votre téléphone et puis voilà quoi, vous circulez avec. Pas d'ici peu. Est-ce que ces monnaies aujourd'hui n'ont pas d'inconvénients? En attendant de parler des inconvénients, je voudrais vous dire ceci. Les crypto-monnaies fonctionnent comme des parcelles de terre. Là, on a compris déjà. Parlons un peu des inconvénients, parce qu'on parle des avantages. Oui. Il y a certainement des inconvénients. Il y a des inconvénients. Et les inconvénients aujourd'hui, bon, est-ce que moi je ne parle pas d'inconvénients, je parle des insuffisances pour le moment. Parce que le monde entier n'est pas couvert par Internet. Or, les crypto-monnaies sont basées sur Internet. Mais, alternativement, il y a, par exemple, nous avons 3 partenaires américains qui sont en train de développer des satellites, des systèmes satellitaires qui permettent de faire les transactions hors Internet. Vous comprenez un peu? Oui. Et dans notre organisation, nous sommes en train de lutter pour que les Africains, nous soyons au moins 1 million de membres, pour que ceux-là puissent nous aider en Afrique à partir du premier trimestre 2020. Donc, en dehors de ça, en Afrique, il y a beaucoup de développeurs, les gens réfléchissent. Par exemple, il y a un jeune qui est du Rwanda, qui vient de sortir WhatsApp d'Internet par rapport aux appels. Tapez sur Internet, vous allez voir. WhatsApp, les appels WhatsApp que nous faisons, désormais, sans connexion Internet, on peut faire ces appels. Et c'est un Africain, un Rwandais, à Kigali. Ça fait environ une semaine. Donc ces insuffisances que nous constatons trouvent déjà des solutions. Bien sûr, bel et bien. Et l'autre côté, l'ambassade des États-Unis l'a déjà financé pour qu'il perfectionne cela. Vous comprenez un peu? Ça veut dire quoi? Et toute initiative, toute innovation est un projet. Et un projet qui naît doit subir des évolutions, des étapes. Donc les inconvénients dont on parle, c'est l'Internet d'abord qui n'est pas accessible à tout le monde. Et l'autre chose, c'est que sur Internet, il faut avoir de bons coachs pour ne pas se faire arnaquer. Si vous n'avez pas un bon coach, quelqu'un qui s'y connaît... Parce que les gaïmans, les arnaqueurs sont partout. Lorsqu'on communique son code et puis c'est défendu, hein, ne le dites à personne, votre code, il est personnel. Oui, là je vais en venir, mais ce que je voudrais dire simplement, on parle de gaimen, mais les gaimen ne sont pas responsables d'un système informatique. On ne parle pas des gaimen, ce sont des exemples que nous donnons par rapport... Non, c'est juste pour vous dire qu'il y a une différence. Quand on parle de gaimen, c'est des gens qui utilisent de fausses identités pour faire de n'importe quoi, ça c'est autre chose. Mais on parle des pirates, des hackers. Ok? Parce qu'il y a des spécificités. C'est les hackers qui sont chargés de défoncer, de faire du mal à votre portefeuille. Mais celui qui a créé la crypto-monnaie Satoshi, il est très intelligent, hyper intelligent. Les hackers n'y ont pas assez? Je vais vous l'expliquer. Quand, par exemple, vous êtes dans le Bitcoin, quand vous créez votre portefeuille, le portefeuille le plus sécurisé en Bitcoin, c'est blockchain, vous allez constater que le système vous demande votre email. Et en dehors de l'email, le système vous demande d'aller vérifier. Il envoie une notification dans votre email pour voir si effectivement vous êtes d'abord un homme, que vous n'êtes pas un robot, ou bien s'il ne s'agit pas d'un système qui est venu défoncer la blockchain. Quand vous cliquez, le système sait que vous êtes un être humain. On vous donne accès maintenant à vous connecter. Donc le mot de passe que vous avez servi au départ, vous utilisez ce mot de passe pour avoir accès. Ce n'est pas fini. Quand vous allez dans paramètres, après vous êtes connecté à blockchain, au portefeuille Bitcoin, vous allez dans paramètres, vous allez trouver ce qu'on appelle double authentification. Tout ce que vous dites là, moi je trouve que c'est déjà beaucoup. Quand on prend rien que notre environnement béninois, où on a un fort taux, environ 70% d'analphabètes, vous pensez que tous ceux-là peuvent utiliser la crypto-monnaie? C'est pas limité. Comme je l'ai dit. Vous parlez de 2030, tout ça, je me dis... Non, je ne peux pas parler de 2030, 2020, c'est encore très proche même. Si on a déjà 1 million, ça peut y aller. Le truc est fonctionnel aux États-Unis. Mais nous ne sommes pas aux États-Unis, nous sommes au Bénin. Il faut l'adapter à notre concept actuel et tout. Et il faut dire que la majorité aujourd'hui est analphabète en Afrique. Et la majorité est analphabète. Mais quand il s'agit de mobile money, ce n'est pas seulement les lettrés qui utilisent mobile money. Mais il faut dire aujourd'hui, il faut avoir sa carte d'identité aujourd'hui avant de faire des retraits. Hein? Non. Ah. Il n'y a pas question C'est en vigueur déjà. Non. Par rapport à la crypto-monnaie,
Non. Mais apparemment, vous respirez crypto-monnaie, mais on ne parle pas que de crypto-monnaie. On parle de la monnaie électronique en général. Chaque système a ses particularités. Et quand nous parlons du cas du Bénin, le Bénin, est un pays qui est dit être en voie de développement, ou bien un pays pauvre, ça dépend de la connotation et de la définition qu'on veut. Maintenant, nous sommes dans un processus qui n'est pas à son terme. La belle preuve, là où nous sommes aujourd'hui, nous sommes à l'ORTB. Mais au passé, l'ORTB n'avait pas cette dynamique technologique. C'est avec le temps que tout se perfectionne. On parle de monnaie électronique aujourd'hui, on passe du cash au virtuel. Il y a cependant des choses à faire pour ne pas se faire braquer par les hackers, comme vous l'avez dit et tout. On y reviendra. Heureuse. Merci à vous, Fulgencia Rontondi. Merci également à vous, Samuel Macmonsé Abraham, pour toutes ces informations. On parlait donc de la crypto-monnaie, du cash au virtuel. C'est possible, mais ce n'est pas sans inconvénient. Mesdames et messieurs, choisissez ce qu'il vous convient, tout simplement. Et puis, allez-y. Alors, après donc, autant savoir, nous allons marquer une courte pause. Bienvenue au Bénin. Paysages verdoyants, relief multiforme, faune et parcs naturels, plages ensoleillées, cité balnéaire ultramoderne, rythme au corps, rite au cœur, vestiges et reliques d'une histoire séculaire, brave peuple, biens et personnes sécurisées. Le Bénin, terre de culture et de riches traditions, vous offre de grands moments de découverte et d'évasion. Venez visiter mon beau pays, le Bénin. Il vous surprendra. Bénin, miroir de l'Afrique. Merci donc à vous, Fulgencia Rontondi et Samuel Macmonsé Abraham, expert en technologie, blockchain et crypto-monnaie. Après donc Monde agricole, autant savoir, on retrouve l'expert juste après ceci. L'expert de ce soir, je le disais à l'entame de l'émission, il s'appelle Roland Kberonton, consultant en gouvernance et évaluation des politiques publiques, pour parler du patriotisme et du développement, la contribution des citoyens. Nous sommes à la veille, je l'ai dit tantôt, de la célébration du 59e anniversaire de la cession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale. Est-ce que le patriotisme, c'est toujours d'actualité? Sommes-nous toujours patriotes? Monsieur Kberonton, bonsoir. Bonsoir madame la journaliste, c'est heureuse d'annoncer. Vous portez très bien? Très bien, et puis merci pour l'invitation. C'est un plaisir, comme moi, vous êtes en blanc. Ah tout à fait, pas coïncidence. Alors, lorsqu'on parle du patriotisme, qu'est-ce qu'on y met concrètement? Je suis patriote, le sommes-nous réellement? Déjà, le mot patriotisme renvoie à la patrie. Et la patrie, quand on vous demande quelle est votre nationalité, vous direz nationalité béninoise, parce que tant que vous venez du Bénin. Oui. Le même thème, avec émotion ou avec un élan militant. Je suis béninoise. Je suis béninoise. Et cette fierté que vous avez apporté votre nationalité vous amène à témoigner de l'émotion à la patrie, qui renvoie à un territoire qui est peuplé des personnes, des individus dans une certaine diversité. Et je fais un lien en même temps avec le nationalisme. Donc c'est des thèmes synonymes presque, et qui ont des liens complémentaires. Le nationalisme, c'est par exemple l'appartenance à une nation. Et cette nation, autant vous pouvez ne pas être attaché à un territoire, mais être attaché aux peuplades, au peuple qui compose cette nation.
Vous voyez la nuance. La patrie, c'est un territoire que vous défendez. Avec émotion. Avec émotion. Mais le nationalisme, ça peut ne pas être avec émotion. Non, il y a toujours de l'émotion, mais c'est beaucoup plus la reconnaissance communautaire à une nation qui, cette fois-ci, n'est pas forcément liée à un territoire. D'accord. Vous voyez comment j'explique la nuance. Je suis patriote, ça vous renvoie à un territoire qui est peuplé de certaines communautés dans leur diversité, alors que je suis nationaliste, j'appartiens donc à une nation, parce que c'est les mots radicaux. Donc je peux ne pas aimer l'autre nation, une autre nation. Oui, comme peut-être. Mais dès que vous êtes nationaliste, vous renvoyez votre attachement à une nation avec cette diversité, certes. Mais la nation n'est pas forcément liée à un territoire. Quand je dis la nation béninoise, c'est autant ceux qui sont de l'intérieur comme de l'extérieur. Oui. Mais aussi, de l'intérieur comme de l'extérieur, c'est l'ensemble des diversités et des peuples. Peuple Adja, peuple Fon, peuple Goun, peuple Yoruba, les Odoudouas, les peuples même qui sont aussi béninois. Quand vous mettez tout ça ensemble, vous formez une nation. Et cette nation renvoie à la cohésion malgré la diversité des ethnies, des peuples qui composent et de leurs horizons divers. Alors que le patriotisme, c'est que je suis attaché, non pas forcément aux individus, mais à un territoire qui m'est cher. C'est ça, on dit, le Bénin, ma patrie. Je pourrais dire le Bénin, ma république. Le Bénin, ma nation. Et là, je renvoie au peuplade, au peuple qui compose cette patrie. Cette expression, le Bénin, ma patrie, je suis patriote, on l'entend souvent de la bouche des personnes âgées, de la Révolution, je dirais. Mais nous, jeunes d'aujourd'hui, on se demande bien si ce thème-là existe toujours, si c'est toujours d'actualité, être patriote. Donc, vous voyez cet attachement à la patrie, quand vous renvoyez aux générations précédentes. Vous voyez l'agression du 16 janvier, je crois que c'est le 16 janvier 77, si je ne me trompe. 77. Vous voyez, des gens sont sortis les mains nues dans l'idée de combattre. Effectivement. Ça, c'est le patriotisme. Je suis attaché, et le Bénin ne va pas succomber à cette agression des mercenaires. Les gens sont sortis avec des goudins, des bâtons, face à des fusils, à des armes bien sophistiquées. Donc, on oublie soi et on veut défendre la patrie, donc le territoire. Vous demandez si c'est d'actualité. Il y a les mutations qui ont affecté les nations, les peuples. Avec l'effondrement des barrières, la globalisation, la mondialisation, le global village. Et les raisons qui nous font mouvoir hier ne sont plus les mêmes aujourd'hui. Évidemment, il y a les contraintes économiques, les contraintes politiques, les contraintes sociales, les contraintes culturelles qui... Est-ce que tout ça, est-ce des raisons pour oublier sa patrie? Non, c'est pour intégrer ces réalités dans le comportement du citoyen d'aujourd'hui pour voir pourquoi il y a certaines différences entre nos réactions d'aujourd'hui et celles d'hier. Vous voyez, hier, par exemple, à peine vous avez votre diplôme, l'insertion professionnelle est presque garantie. En fait, c'est le boulot qui vous attend. Aujourd'hui, vous ouvrez un concours pour 20 personnes, vous avez presque 2003 personnes qui candidatent, qui sont candidatées. Dans ces contraintes, nos obligations sont portées ailleurs. Chacun en griffe se défend et comme on le dit, les obligations auxquelles l'État donnait satisfaction presque tacite ou automatique ne sont plus les mêmes. Vous avez des besoins qui ne sont pas couverts forcément. Quoi qu'on dise alors, je suis pour l'idée que ce que je fais pour la nation est plus important. Parce que pour enrichir la nation, c'est les individus qui apportent des leurs pour que la nation soit debout. Est-ce là le lien que vous faites entre patriotisme et développement? Exactement. Donc, on ne va pas plaider l'idée que dès que mes besoins ne sont pas satisfaits par l'État, je perds de ma fibre patriotique. Non, ça va conduire droit au chaos. Mais par contre, je me demande chaque jour, qu'est-ce que je fais pour que la nation, la patrie, le Bénin, puisse grandir. Et c'est là où ce n'est pas forcément un discours. Je suis patriote, oui, c'est bon, mais comment vous l'exprimez? Comment on l'exprime? Comment peut-on l'exprimer? On l'exprime par diverses manières. Au plan, par exemple, culturel, je peux dire, je vais faire un look-in. Tel qu'on est vêtu, on est patriote. Voilà, c'est le patriotisme Juste vestimentaire. Juste qu'il vous manque, votre couvre-chef. Oh, voilà, c'est le patriotisme vestimentaire, par exemple. Vous prenez
l'économie d'un pays. Oui. Il y a les économies orientées vers l'extérieur, les économies qui se développent au plan endogène. Ça suppose le militantisme au profit de son pays. C'est le consommement local, par exemple. Oui. C'est des manières par lesquelles il y a, par exemple, le militantisme politique. Je vais militer. Il n'y a pas que ça. Il y a les défis auxquels nous sommes confrontés, par exemple, c'est l'état de difficulté pour couvrir les besoins énergétiques. Déjà, qu'est-ce qu'un citoyen peut faire dans les maisons? Par exemple, moi, je développe, par exemple, l'énergie renouvelable à partir des photovoltaïques. Ça, c'est du militantisme patriotique. Si les besoins ne sont pas couverts, qu'est-ce qu'individuellement nous pouvons faire? Les climatiseurs intelligents qui, dès que vous sortez, peuvent s'arrêter de fonctionner. Vous voyez comment le patriotisme peut avoir un lien avec le développement. Donc déjà, quand on fait peut-être le bilan, aujourd'hui, nous sommes à la veille du 1er août, de la fête de notre indépendance. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Qu'est-ce qui reste à faire? Quand on voit le point qui est fait, ce qui reste à faire, chaque Béninois peut s'engager à dire « je contribue à ceci, tout je à contribue fait. à Par rapport cela ». aux défis, à relever les défis auxquels nous sommes tous confrontés, qui sont des défis auxquels nous sommes tous confrontés. Et qui nous concernent tous. Qui nous concernent tous. Mais individuellement, on a des expertises, on a des compétences. On peut donc initier. Initier. Et les initiatives ne sont pas forcément orientées vers l'État, soit même déjà individuellement ou collectivement dans un milieu, un cercle familial, communautaire, quartier et autres. Ce n'était pas de mon temps, mais je sais que les parents en ont parlé. Le mois de salubrité ou un truc du genre où parfois même il y a un jour et puis tout le monde vient et on va au champ. Et après, l'État donne une partie aux populations, aux citoyens et puis le reste à la nation. Il y a de ces gens d'idées en période révolutionnaire qui se faisaient. C'est pour ça que certains parents disent que la révolution, dans sa totalité, dans sa globalité, n'est pas mauvaise. Il y avait eu de ces gens d'activités, de ces gens d'initiatives. On peut peut-être revenir avec ces bonnes initiatives chaque premier dimanche du mois, peut-être faire une journée de salubrité dans tous les pays. C'est également marquer son patriotisme. Je suis d'accord avec vous. L'initiative qui a même perduré un peu et qui remonte un peu à notre temps, c'est la salubrité de tous les samedis matins. Et on le fait avant que on commence par mener nos activités. Ça a remonté, ça a résisté un peu au niveau des marchés. Ce qui est bien, mais avant, c'était dans toutes les villes. Les samedis matins, quand on ne finit pas la salubrité, on ne vaque pas à d'autres occupations. Donc la communauté, elle est mobilisée entièrement. Ce sont des formes d'initiatives qui ont un peu résisté au temps, mais qui se sont estompées avec cette manque un peu, ou bien cette forme de relâche. Mais dans nos marchés, ça continue dans certains marchés. On continue de faire les salubrités. Vivement que ces initiatives... Vivement, oui, mais comment on peut réincarner peut-être ce sens de patriotisme à nos jeunes? Oui, déjà, les jeunes sont formés dans les cercles familiaux. La famille est le premier cercle qui accueille l'enfant. Déjà, on commence par passer ce discours. Déjà, l'enfant, il quitte la maison, il va à l'école. On a voulu que le civisme ou le patriotisme soient des modules, des unités d'enseignement qu'on puisse dispenser. Il faut qu'on en fasse vraiment une préoccupation, une priorité, et que des curricula, des modules soient élaborés et qu'on n'en fasse pas des matières aléatoires, que des coefficients leur soient affectés. Je crois qu'il y a des ONG, des associations qui travaillent sur ce. J'en connais quelques-unes, je ne ferai pas une publicité ici, mais il faut que l'État récupère et qu'on n'en fasse pas des matières accessoires, mais bien parce que demain, c'est déjà aujourd'hui. Et les frontières, ce sont les valeurs aujourd'hui qui marquent les frontières entre les individus. Dans ce Global Village, la compétence va beaucoup exister maintenant. Ce qui va manquer, ce sont les valeurs. Ce sont les valeurs. Et il faut que nous retrouvons nos valeurs. Le patriotisme en est une, en termes de valeurs, bien entendu. Le patriotisme en est une. Et quand vous perdez le patriotisme, les efforts de développement ne portent pas leurs fruits. Vivement que nous retrouvons ce sens de patriotisme. Il le faut si nous avons à cœur le développement de notre pays. Le développement, ce n'est pas uniquement réservé aux gouvernants. On les a élus effectivement, mais on doit les accompagner par notre sens de patriotisme.
à l'orée de ce 59e anniversaire, oui. C'est bienvenu, ce thème-là. N'est-ce pas? Merci pour votre disponibilité, pour l'avoir abordé avec nous. Merci aussi pour l'honneur que vous faites en nous invitant. C'est un plaisir, c'est un plaisir, Monsieur Kperounton. Roland Kperounton, consultant en gouvernance et évaluation des politiques publiques, était donc avec nous pour parler du patriotisme et du développement, la contribution du citoyen béninois, jeune comme personne âgée. Et ce sera donc tout pour les grands plateaux annoncés à l'entame de cette émission, mesdames et messieurs. Tout ce qui nous reste ce soir, c'est de suivre le journal. Il est 19h45. Nous retournons l'antenne à la rédaction et la messe sera dite ce soir par Nadège Sané. Bonsoir à tous, bienvenue dans le 1945. Changer le visage de nos grandes villes, 646 km de voies aménagées, 59 ans après son indépendance, le Bénin veut faire peau neuve. Que pense la population de cet investissement du gouvernement? On en parle. Moins connu que le 8 mars, la journée de la femme africaine est célébrée le 31 juillet de chaque année. C'est une occasion pour rappeler aux femmes africaines leur rôle dans le développement du continent. Le mouvement africain des enfants et jeunes travailleurs veut mieux se faire entendre au niveau national et régional. Pour marquer ses 25 ans de combat de défense des droits des enfants, ces acteurs ont réfléchi à une nouvelle stratégie. 9 villes du Bénin feront peau neuve dans les jours à venir. Le projet d'aménagement urbain du gouvernement va réhabiliter 646 km de voies. Des espaces verts, éclairage public et feux tricolores constitue l'autre volet du projet. À la veille de la célébration de notre 59e anniversaire de la cession à la souveraineté internationale, quelques Béninois se sont prononcés sur le projet. Edmond Humbo, Ghislain Bouguet. Je suis satisfait pour le projet. Le maire d'Abomey-Calavi, Georges Bada, a vu des chantiers s'ouvrir et évoluer normalement dans sa commune. Comme lui, le maire d'Abomey, de Boycon de Natitengu, de Porto Novo, de Semepodji, de Lokossa, de Parakou et de Cotonou ont fait le même constat. L'asfaltage a une réalité à Parakou, ça a transformé la vie des populations. Donc, on n'a pas besoin de parler. Si quelqu'un doute de l'asfaltage, il n'a qu'à venir à Parakou. On est déjà très satisfait parce que tous les chantiers qui ont été énumérés sur le projet des 23 km sont déjà ouverts. Et nous avons atteint quand même des niveaux d'exécution qui sont confortants, de 39% par endroit. Je crois que c'est quelque chose de très bon. Et d'ici 2 ou 3 mois, Porto va changer de visage, ce qui est attendu depuis 60 ans. Nous sommes très heureux. Le titre de projet d'asphaltage, c'est Cotonou, la ville qui bénéficie d'une part importante de ce projet. Progressivement, les chantiers qui sont ouverts sont en train d'évoluer normalement et nous espérons que d'ici là, les chantiers vont être totalement livrés. Le 12e arrondissement est l'arrondissement qui bénéficie aussi d'une grosse part parce que la plupart des rues, des anciennes rues, seront asphaltées au pavé. Et déjà à ce niveau-là, le niveau des travaux est très élevé. Vous êtes en train de voir l'asphaltage, mais au-delà de l'asphaltage, il y a beaucoup de travaux connexes, c'est-à-dire la verdure, les feux de signalisation, l'éclairage. Les gens attendent que les travaux soient à un niveau donné pour entamer également ces travaux connexes-là. À des endroits donnés, je pense qu'on va verdir un peu la ville, parce qu'on est à certains niveaux. Il y aura l'aménagement des espaces verts. C'est vous dire qu'au sortir de ces travaux, Cotonou va changer en bien et sera embelli. Et ceux qui ont quitté la ville depuis un certain moment, quand ils vont revenir, ils ne vont pas, ils vont se perdre d'abord, ils vont dire mais en combien de temps il y a eu tant de changements? Le projet d'aménagement urbain, communément appelé projet asphaltage, aménagera et réhabilitera 646 km de voiries primaires, secondaires et tertiaires, éclairage public et feux tricolores à la clé.
900 milliards de francs CFA déboursés par le gouvernement. Un projet entré dans la phase active le 8 août 2018 pour assainir et moderniser les 9 villes concernées. Les populations bénéficiaires apprécient positivement le lancement d'un projet aussi important et sont impatientes de voir les travaux s'achever. C'est une bonne chose pour nous parce que ça va décanter la situation, parce qu'on souffre trop, les voies ne sont pas bonnes. Mais si l'asphaltage est venu, c'est bienvenu pour nous, quoi. On souhaite que vraiment la voie finisse vite pour que vraiment nous puissions être vraiment en joie. La construction de la route est bonne et nous réjouit. Pour la route, on est content parce que quand ils ont commencé à Porto Novo, on ne savait pas que Ruinvier serait pris en compte en notre temps. Quand il pleut, la circulation est presque impossible ici parce que les routes sont très dégradées. Maintenant qu'ils ont commencé, c'est très bien. S'ils peuvent vite finir, ce serait très bien aussi. Des travaux prévus pour durer 3 ans. En prélude à la célébration du 1er août, les Béninois se préparent. Cotonou a pris des couleurs. La place de l'Étoile Rouge a été aménagée pour abriter les manifestations officielles. Une célébration sobre que les Béninois apprécient à travers ces propos recueillis par Alphonse Palé et Iliad Bukovo. 59 ans d'indépendance, je crois que c'est un événement extraordinaire qu'il faut fêter. Et je constate déjà que Cotonou fait sa toilette annuelle pour accueillir l'événement. On voit déjà l'emblème du pays qui flotte sur tous les poteaux déjà. Et les arbres qui sont peints déjà en blanc. À chaque carrefour, vous allez voir nos drapeaux. Et en circulation, vous allez encore constater qu'il y a les drapeaux sur certaines motos des citoyens. Donc ils voient que cette fête, ils ont pris le temps et ils ont pris soin de cette fête, et je crois que cette fête doit passer dans la transparence et dans la joie. Les gens ne mangent pas à leur faim. Maintenant que c'est à l'indépendance que vous allez investir des sous pour aller dire quelle ambiance vous voulez faire pour la fête de l'indépendance. Donc nous sommes sur la voie de développement. Le jour où le Bénin sera développé, là, on va fêter l'indépendance proprement dite. Elle est moins connue que le 8 mars, mais existe depuis plus d'une cinquantaine d'années. La journée de la femme africaine, encore appelée journée panafricaine des femmes, est célébrée le 31 juillet de chaque année. C'est une occasion pour rappeler aux femmes le rôle important qui est le leur pour un changement du continent. Michi Elegbe, Judith Tossa. La Journée internationale de la femme africaine est une journée de réflexion sur la situation politique des femmes en Afrique. Au Bénin, des associations sont formées pour inculquer aux jeunes filles des valeurs de leadership et d'entrepreneuriat. On essaye de travailler déjà sur la jeune génération, c'est-à-dire les jeunes filles, les étudiantes, en leur inculquant les notions de leadership, de développement personnel, pour les amener à prendre le lead. En se donnant la main, ces jeunes filles comprennent aujourd'hui qu'on ne peut pas être seule. Une seule hirondelle ne fait pas le printemps, mais qu'il faut être ensemble. Donc, la nécessité d'adhérer à une association. Il y en a de toutes sortes, que ce soit association de femmes ou une association en général de jeunes. Ça les amène à affiner leur leadership. Ça les amène à apprendre auprès d'autres. Ces associations de femmes leaders sont de véritables centres de formation qui accompagnent les jeunes filles dans la valorisation de leurs talents et potentiels. Il faut cultiver d'abord l'humilité. L'humilité et la confiance en soi. Déjà ça se développe au contact d'autres parce que nul ne détient la science infuse. Et ce faisant, quand vous êtes avec d'autres femmes, elle apporte ce qu'elle a en elle comme potentiel, vous apportez le vôtre, les deux mis ensemble, ça donne beaucoup plus. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'avantages à diriger d'autres femmes leaders. Il faut cultiver la patience, la tolérance, l'humilité et je dirais l'empathie. Parce que si tu n'arrives pas à te mettre dans la peau de l'autre, tu ne peux pas comprendre ce qu'elle endure. Donc en étant à la tête de ces genres d'associations, on cultive davantage ces notions pour votre bien-être déjà, parce que partout où vous irez, et vous avez une grande capacité d'adaptation. Confiance en soi et capacité d'adaptation,
des qualités significatives d'un grand leadership féminin. Relever le statut social et économique des femmes, c'est l'objectif de ces associations de femmes leaders. Tous les enfants d'Afrique doivent naître et grandir dans de bonnes conditions et jouir de leur plein droit pour s'épanouir. C'est la mission que s'est assignée le mouvement africain des enfants et jeunes travailleurs. Après 25 ans d'activité, l'association change de stratégie. Elle veut désormais laisser les enfants parler et être à leur écoute. Plus de précisions dans cet élément avec Samson Thiaumont et Iliad Bokovo. Âgés de moins de 12 ans, ces enfants sont soumis à des travaux pénibles, dangereux, voire victimes de violences de tout genre. Aujourd'hui, dans le monde, selon l'OIT, 250 millions d'enfants travaillent, dont 150 millions en Afrique. L'Afrique subsaharienne est la région la plus touchée avec un enfant sur 5 astreints au travail. Ce phénomène constitue le principal obstacle non seulement à leur éducation, mais aussi à leur croissance. Pour mettre fin à cette pratique, le mouvement africain des enfants et jeunes travailleurs MAEST, présent dans 27 pays, mène une lutte sans relâche pour la protection de ces âmes innocentes. Et notre travail, c'est de protéger les enfants, surtout ceux qui bougent entre les pays. Mais pas seulement, ceux qui sont aussi sans famille et qui ont besoin d'une protection particulière. Il suffit simplement que l'enfant soit identifié. Le groupe d'enfants qui est identifié bénéficie d'une certaine attention et d'une écoute de la part de leur père. Après 25 ans de lutte contre l'exploitation et la violence faite aux enfants en Afrique, le bilan est mitigé. En voyant le taux des enfants au marché réduit, en voyant le taux des enfants vulnérables, le taux des enfants dans les rues diminue, nous disons que nous sommes fiers des activités que nous avons menées. Créé il y a un quart de siècle, le mouvement africain des enfants et jeunes travailleurs, pour être plus efficace, veut expérimenter une nouvelle approche, celle d'impliquer les enfants dans cette lutte. Dénommée Parole aux enfants, cette démarche permet à cette cible de s'extérioriser et d'être écoutée. Ce 25e anniversaire vient donner un autre élan à cette lutte pour des résultats meilleurs. Ce sera tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bienvenue au Bénin. Paysage verdoyant, relief multiforme, faune et parc naturel, plages ensoleillées, cité balnéaire ultramoderne, rythme au corps, rite au cœur, vestiges et reliques d'une histoire séculaire, brave peuple, biens et personnes sécurisées. Le Bénin, terre de culture et de riches traditions, vous offre de grands moments de découverte et d'évasion. Venez visiter mon beau pays, le Bénin. Il vous surprendra. Bénin, miroir de l'Afrique. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est donc tout pour le grand rendez-vous de ce soir. Nous étions avec Ismaël Satondi Pierre Podekon dans Monde Agricole. Nous avions reçu Samuel Monkpossin, voilà, Abraham dans Autant Savoie et à l'instant, l'espère Roland Perouton
on vous dit merci pour l'attention depuis 19h. Quand même, depuis d'ailleurs ce lundi, je dirais, demain c'est la fête. La fête a commencé déjà sur ce grand rendez-vous. Vous avez eu le temps de le constater. Bonne fête à vous, bonne fête à tous. On se dit à très bientôt pour d'autres informations sur votre développement personnel et sur le développement de la nation.